Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème de géographie de sixième, habiter une métropole et tout particulièrement la première partie, les métropoles et leurs habitants. Comment vit-on en ville au XXIe siècle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre à partir de cette petite vidéo. Premièrement, on va commencer un petit peu par du vocabulaire en essayant de définir ce que c'est qu'une agglomération. Une agglomération, c'est un ensemble urbain composé premièrement d'un centre-ville, souvent ancien, un quartier qui peut être relativement ancien, et autour d'une banlieue, c'est-à-dire d'un quartier périphérique. Donc une agglomération, c'est l'ensemble constitué d'une ville, centre, et de sa banlieue. Quand cette agglomération est peuplée de plusieurs milliers d'habitants, on parle de métropole. Donc une métropole, c'est une grande agglomération. Maintenant, on va s'intéresser à l'explication de cette croissance urbaine spectaculaire qu'on a pu relever dans le monde depuis les années 1950 et on va essayer de voir donc les causes et les conséquences de cette croissance démographique importante au niveau des villes. Au niveau des villes, donc on parle d'une population urbaine. Population urbaine, c'est une population qui vit en ville, le contraire étant population rurale. Et on peut parler donc d'urbanisation ou de métropolisation. Métropolisation, urbanisation, c'est tout simplement le fait que les gens, les habitants aujourd'hui se concentrent en ville, ainsi que les activités économiques, puisque les gens généralement vont aller vivre là où ils ont une activité économique, donc un emploi. Donc urbanisation, la racine au départ c'est urbe, ça vient du latin, la ville, et métropolisation, vous retrouvez la racine métropole, qui est une grande agglomération. Alors pourquoi 50% de l'humanité vit en ville aujourd'hui? Eh bien la première explication, la première cause, c'est sans doute l'exode rural rencontré depuis plus de 60 ans. Un fort exode rural. Un exode rural, c'est donc le départ définitif des habitants des campagnes pour aller s'installer en ville. Ce n'est pas juste un déplacement pour faire ses courses, c'est un déplacement pour aller s'installer donc en milieu urbain. La deuxième explication qui explique cette métropolisation et cet exode rural, c'est donc le développement aussi des emplois industriels et de services, surtout qui s'est développé et on les retrouve surtout essentiellement en ville. Aujourd'hui, l'agriculture, la part de l'agriculture est relativement faible au niveau de l'emploi et on a plutôt des emplois dans le domaine de l'industrie, transformation de produits, ou des services, services à la personne, services aux entreprises. Et ces emplois d'industriels et ces emplois de services, on va les retrouver essentiellement en milieu urbain. Alors après avoir vu les causes et les explications de la métropolisation, de l'urbanisation, de la croissance urbaine, voyons maintenant les conséquences de ce phénomène. Alors une des premières conséquences, c'est forcément le développement d'une pollution importante liée à une très forte concentration humaine dans un espace relativement réduit. Pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau, une pollution atmosphérique notamment liée à un trafic routier important ou à l'importance aussi d'une présence industrielle sur l'espace. Deuxième conséquence, on va évidemment avoir un étalement urbain. Les villes ne cessent de s'accroître sur sa périphérie, sur son pourtour. Donc on va avoir une disparition progressive des terres agricoles ou des espaces naturels autour du noyau urbain, donc ce qu'on appelle donc la périurbanisation, le grignotage urbain ou l'étalement urbain, qui va donc avoir des conséquences sur l'espace. Et enfin, troisième conséquence notable, c'est la gestion des transports pour une meilleure circulation en milieu urbain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le transport individuel, la voiture, est un petit peu la priorité de bon nombre de personnes, mais ceux qui administrent les villes développent davantage, de plus en plus, les transports urbains collectifs, quand c'est possible, parce que évidemment, la différence entre un pays développé et un pays pauvre, c'est les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour développer ces transports un peu plus fluides, ces transports collectifs, pour réduire le trafic, réduire la saturation donc de la circulation et surtout réduire la pollution atmosphérique. Deuxième partie de notre analyse, on va s'intéresser à la diversité des paysages urbains, c'est-à-dire on va essayer de voir les points communs et les différences qui existent entre les villes du monde, en prenant comme exemple la ville de Chicago, ville d'un pays plutôt développé, les États-Unis, et en la comparant à la ville du Caire en Égypte,
ville d'un pays plutôt relativement pauvre ou en retard de développement. Alors commençons tout d'abord par les points communs, les caractéristiques communes. Dans une ville, on a toujours de fortes densités de population, et donc forcément, si on regarde Chicago ou Le Caire, dans le centre de Chicago, on a un manque d'espace qui fait qu'on va avoir une urbanisation plutôt à la verticale avec la construction de ces hauts buildings dans le centre-ville pour concentrer la population. Et si vous regardez par exemple Le Caire, on va retrouver aussi une forte concentration urbaine, hein. Ce sont des villes de plusieurs millions d'habitants avec le développement donc de fameux grands bidonvilles, puisqu'on a beaucoup de quartiers pauvres qui vont se créer et qui concentrent une population de plus en plus importante. Autre point commun en milieu urbain, c'est qu'en milieu urbain, on va toujours avoir des activités très variées, des activités comme l'industrie, le commerce, les services, la finance, ou aussi des zones de loisirs qui vont être aménagées en milieu urbain et qu'on va retrouver à peu près partout dans toutes les villes du monde. Troisième caractéristique commune, en milieu urbain, on va souvent avoir beaucoup d'aménagements. Si on prend l'exemple de Chicago, notamment la construction d'un métro aérien qu'on appelle le Loop, qui est un aménagement conséquent. Et si vous prenez l'exemple du Caire, qui est une ville de pays pauvres, on a eu le développement de quartiers nouveaux en lointaine périphérie qui aujourd'hui quasiment touchent les fameuses pyramides du Caire pour accueillir de plus en plus une population qui arrive et qui est toujours attirée pour venir habiter donc notamment ici au Caire. En milieu urbain, on va toujours avoir des paysages très, très différents au sein de la ville. Alors si on prend Chicago, ville de pays pauvres, on peut toujours comparer le paysage de la banlieue pavillonnaire relativement aisée, hein, peuplée par une population relativement assez riche, comparé au quartier plutôt de centre, en tout cas en proche banlieue, où on a beaucoup d'immeubles collectifs et qui va accueillir une population pauvre et qu'on appelle d'ailleurs aux États-Unis le quartier ghetto. Donc là, on a évidemment deux espaces très, très différents. Et si vous prenez l'exemple de l'Égypte, on ne peut pas non plus faire vraiment de comparaison entre les quartiers pauvres du bidonville et le centre historique peuplé par une population relativement aisée. Enfin, autre point commun, si les paysages sont variés, le niveau de vie aussi est souvent très différent au sein d'un milieu urbain. On l'a dit tout à l'heure, par exemple par rapport aux quartiers pauvres ou aux quartiers riches, qu'on soit dans un pays développé ou qu'on soit dans un pays pauvre, on va retrouver toujours un petit peu cette différence au niveau des niveaux de vie très contrastés entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. La seule différence, c'est que peut-être qu'en milieu urbain d'un pays pauvre, les quartiers pauvres sont beaucoup plus importants que dans un pays développé. Pour terminer maintenant, on va essayer de voir les éléments de différenciation, les différences qui existent entre les villes d'une métropole de pays riches comme Chicago ou les villes de métropoles de pays pauvres comme Le Caire. Dans une ville de pays plutôt développé, riche, comme Chicago, on a un centre-ville très 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 concentré et qui attire une population relativement aisée, notamment autour d'un quartier des affaires. Et on va avoir autour de ce quartier très riche une banlieue relativement assez pauvre. Et puis ensuite, en lointaine banlieue, une périphérie qui va s'étendre où on va retrouver encore une fois une population relativement aisée. Alors que donc, si vous regardez un schéma d'une métropole de pays pauvres, on a là un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que ici, la grande pauvreté se trouve en périphérie, alors que dans une ville de pays riche, la banlieue est relativement aisée. Donc en pays pauvre, on va avoir une très grande périphérie pauvre et un centre ou un hypercentre relativement très riche, peuplé par une population relativement très aisée.